Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur le plateau télé SD Magazine en direct du salon Millipol. On va parler sur cette première séquence de la journée de la lutte anti-drone. On a un petit peu évoqué les Jeux Olympiques et Paralympiques hier. Évidemment, on va recommencer aujourd'hui et on sait bien que la lutte anti-drone va être un des efforts essentiels pour la sécurisation de ces Jeux avec des nouvelles technologies, de nouvelles solutions à la fois techniques mais aussi en matière d'utilisation et d'usage qui vont être concrétisées et proposées pendant ces Jeux. Alors on a le plaisir d'accueillir pour discuter de ces sujets Antoine Pau. Vous êtes chef de projet de lutte anti-drone au sein de l'administration pénitentiaire. Et Samuel Kutulik, vous êtes délégué général adjoint de NAE. Vous nous expliquerez un petit peu ce que fait cette organisation. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. La première question qu'on avait en tête un peu sur ces sujets, c'était d'abord de faire un petit peu un état des lieux de la menace drone. En quoi consiste-t-elle aujourd'hui ? Je commence du coup. La menace drone. Alors la menace drone, c'est une grande opportunité, les drones, parce qu'on a plein de cas d'usage super intéressants, mais en même temps, c'est des menaces principalement pour la sécurité intérieure, pour des risques terroristes, forcément. On verra les aspects prison pénitentiaire justement après avec Antoine, mais tout ce qui va être terrorisme, puis également la malveillance, parce que la réglementation, on a des choses bien régulées, mais aussi des risques, comme on a pu voir en Londres au niveau des aéroports, où on va avoir des risques avec les avions, par exemple, et puis des chutes potentiellement, même si on en voit très peu, ce sont des risques soit d'intrusion malveillante, soit justement d'attaque vraiment et d'un dégâts sur des infrastructures ou sur des hommes. Donc l'usage des drones est compliqué à maîtriser parce que les drones c'est petit, on peut en acquérir assez facilement et donc tout le monde peut y avoir accès. Et c'est là où il y a une grande menace, c'est-à-dire que le risque est vraiment très très grand et difficilement maîtrisable. Est-ce que vous partagez ce constat vous aussi ? Je partage complètement. En fait, c'est vraiment ça la clé, c'est que au-delà des actes malveillants, ce qui peut se passer, comme ça a été dit, c'est que c'est très très facile de se procurer un drone. On peut aller dans toutes les grandes surfaces, on peut en trouver. Alors la première difficulté déjà, c'est que on ne maîtrise pas forcément la technologie de ce drone-là, donc on peut acheter un drone qui n'est ni aux normes ni sécurisé. Donc ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, c'est que le drone, il est assez attractif. C'est assez facile à piloter, c'est assez facile de les mettre sous les sapins de Noël. Et en fait, on peut déjà diviser, et ça me concerne aussi spécifiquement pour les prisons, on peut déjà utiliser le terme malveillant à deux niveaux. C'est-à-dire que le premier niveau de la malveillance, c'est tout simplement de la méconnaissance de la loi, des textes en vigueur et de la technologie. Et le deuxième axe de la malveillance, qui rejoint le premier, c'est cette méconnaissance du système peut occasionner malgré soi des actes hyper dangereux ou du moins interdits. Le premier levier qui a été activé au-delà de la technologie, c'est surtout un axe juridique qui a été très très bien vissé. Il y a des décrets qui sont sortis récemment et qui sont complètement appuyés par les fabricants de drones, qui sont évidemment de plus en plus enclins à la menace et qui ne veulent de moins en moins être associés aux actes malveillants. Donc ils mettent tout en œuvre avec les textes juridiques pour pouvoir proposer du matériel éprouvé et surtout des systèmes de formation et d'information pour que maintenant, quand on achète un drone, il y ait le fameux principe de nul n'est censé ignorer la loi qui soit appliqué. Et pour l'administration pénitentiaire en particulier, quelle est la menace, quelle forme prend la menace drone plus précisément dans les prisons ? Alors le premier qui vient à l'esprit évidemment, c'est avec la menace actuelle qu'on connaît, avec les usages qu'on voit avec les guerres qui se passent, avec les mouvements de foule, etc. Ce que je tiens à signaler, c'est qu'un établissement pénitentiaire, par essence, c'est un lieu de privation de liberté où on n'a pas forcément accès déjà à des choses qui ne sont pas spécialement illicites à l'extérieur. Je pense par exemple au tabac, je pense au téléphone portable. Vous imaginez bien qu'un téléphone portable à l'intérieur d'une prison n'a pas le même effet qu'à l'extérieur. Donc nous, au-delà de la malveillance, on a un premier principe, c'est d'endiguer au maximum ce trafic qui est effectué par des drones au sein des établissements. C'est vraiment la première. Après, pour l'attrition, en fait, qu'il s'agisse d'un paquet de carambars ou d'un téléphone portable, la technologie est là pour faire en sorte que peu importe le paquet qui soit livré, le principe c'est de faire en sorte que nos prisons soient comme le Stade de France quand le 15 y joue, c'est-à-dire une citadelle imprenable. Et justement, quelles sont ces technologies que vous utilisez ? Quelles sont les solutions plus globalement technologiques que vous utilisez ? Alors c'est des technologies, et ça on pourra rebondir après, qui sont évidemment astreintes à des normes européennes très précises, qui suivent les textes. On est passé tout simplement par un marché sécurité, où on a pu retenir deux prestataires différents
Non pas parce que l'un était meilleur que l'autre ou l'inverse, c'est tout simplement parce que vous imaginez bien que le parc pénitentiaire a des enjeux infrastructurels assez différents. Nous avons des nouvelles prisons qui viennent de sortir de terre, nous avons des prisons historiques. Et l'idée, c'est qu'en en ajoutant une corde de plus à notre arc avec un deuxième prestataire avec des moyens infra différents, on pourra se permettre d'équiper un plus large panel de sites. Pardon. Est-ce que vous souhaitez justement rebondir sur cette question, sur les technologies et les solutions qui Quand on sont parle déployées de lutte anti-drone, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs volets dans la lutte anti-drone. Déjà, il faut pouvoir les détecter, les drones. Donc ça, c'est le premier volet, détection des drones. Il faut les identifier, savoir est-ce que c'est des drones amis ou ennemis. Il y a des drones qui sont autorisés à voler. Il faut savoir est-ce que lui, il est autorisé. Donc dans ce cas-là, c'est bon. Et ça, ce premier volet, déjà, il y a des solutions qui existent, qui sont testées dans les aéroports. Il y a des solutions qu'on a développées aussi en Normandie. Donc il y a des solutions, mais après, une fois qu'on a dit ça, lutte anti-drone, il faut les arrêter, il faut les stopper. Et là, ça devient compliqué. Il y a des fusils, par exemple, qu'on a vu qui viennent les immobiliser, on vient couper les communications. Le risque, c'est de se dire si le drone tombe, où est-ce qu'il tombe, qui est responsable, et on retombe après sur le risque associé. Donc en fait, aujourd'hui, avoir une chaîne complète de l'identification, de la détection jusqu'à la maîtrise, c'est différentes briques technologiques qui vont devenir s'assembler. Il n'y a pas de solution complète aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, qui permette de tout faire d'un seul coup, ou en tout cas qui est suffisamment performant. Une des problématiques qu'on a sur les drones, c'est que c'est petit. Et donc, du coup, une signature, par exemple, d'un drone, quand on utilise, par exemple, des radars, alors c'est des solutions plutôt haute technologie, très pointues, mais on va avoir des difficultés, des fois, à détecter un radar d'un oiseau. Donc, il y a des fausses détections. Donc, il y a quand même beaucoup de travail derrière. Et c'est loin d'être aussi évident que de se dire, on entend. Alors, il y a même des détections au niveau du bruit. On a pu voir ça, du coup, avec Safe au niveau de Marseille. Il y a plein de solutions différentes, mais après, il faut pouvoir les essayer, les tester en conditions réelles, parce que c'est différent. On parlait tout à l'heure, on a des prisons justement plutôt extraterritoriales, et de se dire, c'est pas les mêmes drones, parce qu'on est drones de pêche, donc c'est pas les mêmes fréquences, c'est pas les mêmes sujets. Donc il y a des solutions qui existent aujourd'hui, détection, identification, neutralisation. Maintenant, avoir une solution complète, il y a le budget associé à ça, c'est un risque. Est-ce qu'on est prêt à financer ces budgets qui sont restent conséquents, et puis après de pouvoir mettre ça en place et les faire vivre. La grande échéance, vous avez parlé tout à l'heure, les JO 2024. On a eu déjà la Coupe du Monde du rugby qui a montré que globalement on n'a pas eu de gros soucis avec cette menace drone. Les JO va être encore un plus gros enjeu. Et donc là, il faut s'y apprêter dès maintenant, quoi. Et justement, quelles sont les pistes de réflexion, de travail qui sont envisagées sur tous les enjeux d'innovation pour permettre un dispositif de lutte anti-drone optimal ? Les pistes, alors aujourd'hui, ce qui est intéressant justement sur le milieu de lutte anti-drone, c'est qu'on n'est pas sur un marché mature. C'est-à-dire qu'on est vraiment encore sur l'émergence de nouvelles technologies. On a vu sur le salon Counter Drone du coup dans le sud, c'est qu'il y a des solutions à base d'ondes acoustiques. On identifie le bruit des drones par radar, donc on va avoir la signature. D'autres, c'est par les éléments de communication. Donc on a plusieurs technologies qui se développent avec leurs points forts et leurs points faibles, parce que comme disait Antoine, si on est en milieu rural ou en milieu urbain, on ne va pas utiliser les mêmes technologies parce qu'on va brouiller ou pas brouiller. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs axes comme ça qui se développent. Et aujourd'hui, moi personnellement, je ne crois pas à une seule technologie qui fasse tout. Ça sera un mix de différentes technologies, de détection peut-être par le bruit qui va orienter le radar, qui va permettre de le détecter, et puis de le suivre et de l'analyser. Aujourd'hui, alors technologiquement parlant, il y a des sujets, des gens comme Thales, comme DroneXTR qui vont travailler dessus, Cerber aussi, par exemple, que vous citiez. Donc ça, il y a des gens qui travaillent dessus. Après, il va falloir aussi interfacer tous ces éléments-là. Avec, il y a un gros projet de la DGA qui s'appelle Parade, qui permet justement d'aller détecter, d'aller isoler, neutraliser les drones. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté à la fois du gouvernement de travailler dessus et de développer des technologies. Il y a des fonds qui sont mis en place pour justement développer ça. Et puis après aussi une sécurité, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on dévoile tout de suite, parce que l'idée c'est que les drones, on ait une longueur d'avance sur les nouvelles technologies de drones. Et là c'est la course, et ça va très très vite. Et alors concrètement, Antoine, sur un établissement pénitentiaire, quels sont les types de solutions que vous mettez en œuvre et pour quels usages, en fait, pour quels objectifs ? Alors ce qui est facile avec toi, c'est que tu dis l'essentiel et je peux rebondir dessus avec des exemples assez précis. En fait, ce qu'il faut retenir et ce qui répondra à la question pour comment on envisage vraiment la sécurité des sites, la première réponse que j'ai apportée tout à l'heure, c'est que nous, en fait, on n'est pas là pour s'occuper... Il y a un colis qui est accroché au drone, on n'est pas là pour savoir exactement ce que c'est, le but c'est de l'empêcher de rentrer. Le deuxième, et ça on s'en est rendu compte, on a pu déjà largement échanger sur le sujet à Safe Cluster, c'est que on a appris à nos dépens qu'on doit abandonner l'idée du 100% de réussite technologique, pour un paquet de raisons. La première, c'est qu'on a fait un constat partagé interministériel, ça a été redit par le chef du SGDSN lui-même, c'est que la technologie va tellement vite
que le principe d'un marché, quand on le notifie, c'est de savoir accepter la solution telle qu'elle est, mais de visser au maximum une veille opérationnelle pour pouvoir contrer la menace plus tard. Donc le 100%, rien que pour cette raison d'évolutivité, il faut faire une croix dessus. Pour nos établissements pénitentiaires, en sachant ça, en sachant l'état que vous imaginez de souffrance de certains surveillants qui subissent ces survols, qui ont déjà des emplois du temps compliqués, qui ont beaucoup de gestion à faire, la réponse est du coup à deux leviers. C'est une technologie qui doit être la plus autonome possible, avec le moins d'interaction humaine possible, en tout cas à l'intérieur. Et la deuxième, pour contrer les failles potentielles technologiques qui doivent être acceptées de toute façon, c'est de réussir, et c'est vraiment en cours d'intégration, et c'est assez positif, c'est de réussir à mettre l'humain dedans, mais en fin de chaîne. C'est-à-dire que, pour résumer, les drones aux brouilleurs et le télépilote aux forces de police. Pour être clair, c'est que on peut gratter un peu en disant que nos enjeux à nous, on a eu peut-être la naïveté des débuts en disant qu'un système brouillé, enfin un établissement brouillé, la menace allait s'arrêter. En fait, on est sur de tels enjeux de livraison que, en fait, le but, c'est un peu du Tom et Jerry, si vous voulez. C'est que le principe, c'est que une fois que le livreur il est prêt à livrer, il va tenter de contourner et contourner et contourner. Je vous prie de croire qu'ils touchent vraiment leur bille en termes de drone, en termes de hacking, etc. Donc nous, la seule façon, si le brouilleur ne peut pas le prendre en compte à l'instant T, c'est d'avoir des protocoles très lisses avec les forces de l'État. Donc il y a des décrets qui sont très clairs, il y a des protocoles évidemment entre les forces de police et de gendarmerie avec les établissements. On les compte comme ça. Et on a d'excellents résultats de flagrant délit. À titre de rappel, si je peux me permettre, parce que ça fait partie aussi du sapin de Noël qu'on parlait tout à l'heure, c'est que la première grosse avancée qui nous aide tous, c'est que avant 2021, si je ne dis pas de bêtises, quand vous alliez dans une grande enseigne, que vous achetiez un drone, vous ouvriez le carton, vous aviez la notice pour expliquer comment charger le drone, et puis vous pouviez le faire voler. Maintenant, avec les textes, avec les normes européennes qui sont arrivées, vous ouvrez le carton, vous avez des notices qui sont très explicites, vous avez des liens sur lesquels vous inscrire, vous êtes censé connaître le site Géoportail, etc. Ça fait que cette première attrition fait que, au niveau de la loi, même si vous n'êtes pas nécessairement malveillant dans vos pensées, vous l'êtes techniquement et juridiquement parce que vous êtes sur une zone interdite. Et la loi sanctionne tout survol sur une zone interdite, qu'il s'agisse d'un établissement pénitentiaire, d'une emprise sportive, de centrales nucléaires. C'est 6 mois de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. Dissuasif. Et en plus de ça, pour rebondir, ce qui est intéressant, c'est qu'on a testé, nous, sur la zone du port du Havre, du coup, une solution basée sur drone XTR et qui permet d'identifier et de détecter globalement où va être situé le télépilote. Il y avait énormément de survols non maîtrisés sur la zone du port du Havre et grâce à ça, ça a permis à la fois au port de se rendre compte un peu du survol légal ou non légal, mais également de pouvoir informer, et c'est là le lien avec les forces de l'ordre, de pouvoir informer les forces de l'ordre en disant attention, il y a un télépilote sur cette zone-là, allez-y. Et de façon de faire ça, alors soit pour contraindre et puis, comme on disait, mettre des amendes, mais au moins pour sensibiliser, pour informer, parce que la plupart étaient en disant je ne savais pas, c'est les débuts, j'ai pas tous les papiers, etc. Ça a permis de chuter par 10 le nombre de vols entre le moment où on a pu les détecter, les identifier, et de pouvoir aussi aux forces de l'ordre leur donner les moyens d'intervenir. Parce qu'aujourd'hui, toutes les forces de l'ordre n'ont pas forcément connaissance de savoir quelles sont les méthodologies, comment intervenir, quels sont les papiers, même si ils sont aujourd'hui sur le terrain. L'idée, c'est de pouvoir aussi les alimenter. Attention, à tel endroit, il y a un télépilote potentiellement malveillant ou non, intervenez, et ça a chuté. Donc en fait, je pense que déjà la sensibilisation, l'information et le lien avec les forces de l'ordre, la détection, va être quelque chose qui va fortement réguler naturellement ces risques-là. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux aussi au niveau européen ? Parce que finalement, on s'imagine bien que le ciel, les frontières dans le ciel sont un peu plus compliquées, c'est un autre enjeu. Quelle coopération on peut mener ou existe déjà au niveau européen sur ces enjeux ? Alors, moi, à ma connaissance, le problème, il est commun partout. Les problèmes qu'on a eu avec les aéroports sur Londres, il n'y en a pas eu qu'à Londres, New York, il y en a eu une dizaine. Sur les administrations pénitentiaires aussi, ça a été remonté au niveau mondial. Donc la problématique, elle est commune partout. On a la chance au niveau européen, c'est d'avoir déjà une réglementation européenne. Ça va se diffuser au fur et à mesure pour que chaque État se les approprie. Mais du coup, on a ce socle déjà commun qui est intéressant. Après, moi, la seule réellement collaboration que j'ai pu identifier, voir au niveau européen, c'est au niveau d'Interpol, qui a permis de tester sur différents sites, justement,
justement avec différentes nations des solutions de lutte anti-drone et de voir comment ça peut se matcher en quelque sorte, s'allier avec les forces de l'ordre, comment ils interviennent, comment on les détecte, quelles sont les performances. Et donc c'est là où c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une vision globale des besoins, parce que les besoins et les contraintes d'une administration pénitentiaire en France n'est peut-être pas la même qu'à Londres ou que justement en Norvège. Et donc de voir un peu tous ces besoins-là pour avoir aussi pour permettre à ces acteurs qui développent, industriels, des solutions de lutte anti-drone, de dire mon produit ne répond pas qu'à un besoin spécifique des centrales nucléaires en France, mais qui répond à un besoin européen parce qu'il y a besoin d'une masse critique pour développer aussi et rendre accessibles ces solutions-là. Hormis ce volet-là qui permet de tester et de sortir aussi des guides de bonnes pratiques de comment est-ce que j'interviens dans ces situations-là. Je n'ai pas aujourd'hui vu de collaboration plus extra-européenne, je dirais, à ce niveau-là. Écoutez, merci beaucoup. On voit effectivement que c'est un secteur qui bouge beaucoup et qui bouge vite, surtout avec effectivement cette grande échéance que constituent les Jeux Olympiques et Paralympiques dans quelques mois maintenant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous.